Bonsoir. Ce jeudi 21 mai 1981 demeurera comme une journée historique. Elle marque l'inauguration d'un nouveau septennat, celui du président François Mitterrand. Cérémonies officielles et fêtes populaires se sont succédées pour célébrer l'événement avec éclat. Peut-être en avez-vous déjà suivi le déroulement. Nous allons donc voir ou revoir ensemble les principaux temps forts de cette journée. Dès son entrée en fonction, le chef de l'État a procédé à une série de nominations, celle du Premier ministre, Pierre Mauroy, du secrétaire général de la présidence de la République, Pierre Bérégovoy, et du chef d'état-major particulier, le général Jean Saulnier. Nous y reviendrons dans un instant. Mais tout d'abord, je vous le disais, le film de la journée, elle commence à 9h20 lorsque François Mitterrand quitte son domicile. Lorsque François Mitterrand quitte la rue de Bièvre, la foule nombreuse massée sur les trottoirs salue le nouveau président de la République. À 9h32 précise, le cortège de 3 voitures escortées par 12 motards de la garde républicaine emprunte la rue du Faubourg Saint-Honoré. La voiture de François Mitterrand pénètre dans la cour de l'Élysée. Elle s'immobilise au pied du perron où Jacques Valle accueille le nouveau président. Valéry Giscard d'Estaing, qui attend en haut des marches, serre à son tour la main de François Mitterrand. Pendant que les deux hommes s'entretiennent en tête-à-tête, les invités arrivent dans la cour de l'Élysée pour assister à la cérémonie de passation des pouvoirs. Les responsables du Parti socialiste, les présidents des groupes parlementaires, les membres des corps constitués, les personnalités de l'armée, les dignitaires religieux se côtoient dans la salle des fêtes de l'Élysée. On n'a peut-être pas fait assez bien d'ailleurs la parole. En 30 minutes, plus de 200 personnes sont ainsi rassemblées. Pendant ce temps, Valéry Giscard d'Estaing transmet à son successeur les dossiers importants de la République, en particulier le code d'utilisation de l'arme nucléaire. Après 45 minutes d'entretien, François Mitterrand raccompagne sur le perron Valéry Giscard d'Estaing qui quitte à pied le palais présidentiel. Danielle Mitterrand, désormais première dame de France, attend avec les invités le président de la République qui fait bientôt son entrée dans la salle des fêtes. Monsieur le Président de la République. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, proclame les résultats officiels de l'élection présidentielle, investissant ainsi officiellement François Mitterrand, 21e président de la République. En vertu des articles 7 et 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a donc eu l'honneur de proclamer votre élection à la présidence de la République. Le général d'armée André Biard remet ensuite au président de la République le grand collier de grand maître de la Légion d'honneur. Celui-ci prononce ensuite son premier discours présidentiel. En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui, 2 siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès, autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société. C'est dans leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors que 3e étape d'un long cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français, démocratiquement exprimée, vient de s'identifier à sa majorité sociale. Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle ambition
que de l'offrir au monde de demain. C'est en tout cas l'idée que je m'en fais et la volonté qui me porte. Assurer qu'il ne peut y avoir d'ordre et de sécurité là où régnerait l'injustice, où gouvernerait l'intolérance. C'est convaincre qui m'importe et non vaincre. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée. Pour cela, j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale. J'adresse et je renouvelle mes vœux personnels à M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce n'est pas seulement d'un homme à l'autre que s'effectue cette passation de pouvoir. C'est tout un peuple qui doit se sentir appelé à exercer les pouvoirs qui sont en vérité les siens. De même, si nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d'intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements? La France aura à dire avec force qu'il ne saurait y avoir de véritable communauté internationale tant que les 2/3 de la planète continueront d'échanger leurs hommes et leurs biens contre la faim et le mépris. Une France juste et solidaire, qui entend vivre en paix avec tous, peut éclairer la marche de l'humanité. À cette fin, elle doit d'abord compter sur elle-même. J'en appelle ici à tous ceux qui ont choisi de servir l'État. Je compte sur le concours de leur intelligence, de leur expérience et de leur dévouement. À toutes les Françaises et à tous les Français, au-delà de cette salle et de ce palais, je dis, ayons confiance et foi dans l'avenir. Vive la République, vive la France. Après ce discours ponctué par 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine, le président de la République salue les personnalités présentes, les responsables des groupes parlementaires, les dirigeants du Parti socialiste. Puis, le président de la République reçoit les honneurs de la garde républicaine qui exécute la Marseillaise avec son rythme d'antan retrouvé. En fin de matinée, le président de la République, accompagné de son Premier ministre, Pierre Mauroy, quitte par la grille du coq l'Élysée en direction des Champs-Élysées. En voiture découverte, le président de la République salue la foule massée le long de la célèbre avenue. À l'Arc de Triomphe, il dépose une gerbe de roses rouges sur la tombe du soldat inconnu. Puis François Mitterrand serre les mains des personnalités présentes à la cérémonie, Willy Brandt, Mario Suarez, Madame Allende. Puis il signe le livre d'or de l'Arc de Triomphe.
Après avoir prononcé sa première allocution que vous avez entendue il y a un instant, le président Mitterrand, vous l'avez vu, a salué les nombreuses personnalités présentes dans la salle des fêtes de l'Élysée, nombreuses poignées de main, brefs échanges de propos. Mais François Mitterrand a marqué un temps d'arrêt lorsqu'il s'est retrouvé face à Pierre Mendès France. Il lui a donné l'accolade en lui disant « Indépendamment des membres de ma famille et de mes amis personnels, vous êtes la personne dont la présence ici me touche le plus. Vous avez été l'initiateur de ce changement. C'est aussi votre œuvre. » Pierre Mendès France, vous l'avez vu, était très ému. Au milieu de la journée, un déjeuner réunissait quelques 200 personnes autour du chef de l'État, personnalités françaises et étrangères, du monde politique, scientifique ou culturel, des proches, des amis. Un repas sans protocole placé sous le signe de l'amitié. Après quoi, le programme officiel reprenait avec la visite à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est une foule enthousiaste qui attend François Mitterrand et son épouse à la mairie de Paris vers 17h20, où ils sont accueillis par Jacques Chirac. C'est la troisième fois de la journée que le maire de Paris va serrer la main du nouveau chef d'État. Ils entrent dans le salon des tapisseries. François Mitterrand salue quelques-uns des invités de Jacques Chirac. Voici son épouse et Bernadette Chirac. Le président de la République signe alors le livre d'or de la ville de Paris, puis le parchemin attestant sa visite à l'Hôtel de Ville. Et Jacques Chirac lui remet la médaille d'or de la capitale. Salués au passage par la garde républicaine, les deux hommes gagnent par l'escalier d'honneur le grand salon de l'Hôtel de Ville. Ils vont prendre successivement la parole en présence de Pierre Mauroy, Jacques Chaban-Delmas et les invités. Au seuil d'un nouveau septennat qui affirme la volonté du changement, il me paraît particulièrement nécessaire de rappeler que rien de grand, ni de solide, ni de durable ne peut être accompli sans référence à la continuité profonde de notre histoire, telle que Paris en porte témoignage. Vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a beaucoup à faire, mais rien ne se fera sans la fraternité et rien sans la justice. En cet instant où il est possible d'abandonner, ne serait-ce qu'un moment, l'âpreté des compétitions politiques, qui mieux que le président de la République mesure l'effort à accomplir? Qui mieux que lui peut exprimer la profonde volonté d'union de notre peuple? François Mitterrand et Jacques Chirac gagnent ensuite le salon Chenet, où ils vont s'entretenir pendant plusieurs minutes au milieu d'un cercle restreint de personnalités. Cet entretien va marquer la fin de cette cérémonie qui, rituellement, veut que le président de la République réserve sa première visite officielle à la mairie de Paris. François Mitterrand quitte l'Hôtel de Ville et remonte alors le boulevard Saint-Michel en voiture sous les vivas de la foule. Il tourne rue Soufflot et descend. C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bain de foule du président de la République. C'est aussi la rupture avec les cérémonies officielles de la journée. L'orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenboim, accompagne le président. Regardez. François Mitterrand se dégage de la foule. Deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon.
L'orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin. Comme vous avez pu le constater sur les images que vous avez vues il y a un instant, nombreuses étaient les personnalités étrangères du monde politique ou du monde des arts venues féliciter le nouveau président. Et ses amis se sont retrouvés aux différentes manifestations, notamment au déjeuner. Dans la cour de l'Élysée, certains d'entre eux ont confié leurs impressions à Memona Afedji. Ça m'a fait une énorme impression, moi que j'ai été exilé en France pendant 5 ans, de voir ces Champs-Élysées inondés de monde en saluant un président de la République socialiste. Je pense que la victoire de François Mitterrand va avoir très bonnes conséquences pour toute l'Europe et surtout pour l'Europe du Sud. Monsieur Palme, si vous aviez un conseil à donner à votre ami François Mitterrand, ce serait lequel pour qu'il réussisse? Oui, de suivre ses principes. Et je sais qu'il c'est un homme de principe. Et ça va donner une grande crédibilité de sa politique intérieure et de sa politique extérieure. Et ça, je crois que le monde aujourd'hui a besoin des hommes de principe, comme François Mitterrand. Selon vous, quel est le plus grand péril que devra affronter la gauche dans son gouvernement maintenant? D'essayer à faire trop rapidement. C'est toujours ça, n'est-ce pas? La tentation, parce qu'il y a tellement à faire. Je crois que c'est une expérience historique d'une grande importance pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier. Donc il y a une grande responsabilité du peuple français maintenant vis-à-vis de la France, mais aussi des autres peuples. Si vous aviez un conseil. Avancer avec beaucoup de modération. Le conseil, c'est la modération et surtout c'est l'unité du peuple, l'unité de la gauche.
Ensuite, des fêtes populaires devaient être organisées à Paris et puis dans différentes villes de province au cours de la soirée. Ces festivités ont été évidemment dans certaines villes quelque peu perturbées par la pluie, notamment à Paris. La pluie diluvienne qui n'a cessé de tomber sur Paris depuis le début de la soirée n'a pas eu raison de la bonne humeur de tous ceux pour qui ce 21 mai était un jour de fête. Une grande fête populaire au rythme des sambas brésiliennes, comme ici, place de la Contrescarpe, en plein centre du quartier latin. Le quartier latin, c'est un double symbole. C'est d'abord le quartier préféré de François Mitterrand, puisqu'il y habite. C'est ensuite tout un monde en lui-même. Tour de Babel où se mêlent à longueur d'année les étudiants du monde entier, et aussi véritable pont entre le passé et l'avenir de la création. Comme il y a 11 jours, à la place de la Bastille, le quartier latin était ce soir en fête, une joie populaire, pour célébrer l'arrivée à l'Élysée du premier président socialiste de la Ve République. Lorsque nous avons quitté il y a moins d'une heure le quartier latin, il y avait beaucoup de monde dans les rues, regroupés ça et là, autour d'orchestres improvisés. Paris la fête, Paris flonflon, il ne manquait ce soir dans Paris balayé par des trompes d'eau que l'odeur des frites et de la bière. Mais pour un homme redevenu citoyen parmi les Français, cette journée aura été celle de l'éloignement et sans doute de la tristesse. Valéry Giscard d'Estaing, après avoir accueilli François Mitterrand, lui a transmis ses pouvoirs. La passation s'est accomplie dans le secret du bureau présidentiel, après quoi le nouveau président a raccompagné son prédécesseur jusqu'au pied du perron de l'Élysée. Après avoir quitté l'Élysée et laissé sa voiture rue Spontigny, Valéry Giscard d'Estaing regagne à pied son domicile privé. Il est 10h25. Le président sortant salue de la main les 1500 personnes massées depuis près d'une heure dans la rue de Bénouville. Après avoir serré à nouveau quelques mains, M. Giscard d'Estaing lance un au revoir à ses sympathisants. Des sympathisants de tous âges, une majorité de femmes et de très jeunes gens, dont des militants du mouvement des jeunes giscardiens. Ils portaient des badges et des t-shirts de la campagne électorale. Ils ont scandé « Giscard à bientôt, ce n'est qu'un au revoir ». Un autre décor en début d'après-midi. À 14h03, l'ancien président de la République est au volant de sa voiture lorsqu'il pénètre dans sa propriété d'Auton, dans le Loir-et-Cher, à 130 km de Paris. Quelques intimes ont certainement passé cette soirée avec Valéry Giscard d'Estaing, une première soirée de simple citoyen. Je vous le disais tout à l'heure, le premier acte du nouveau président a été la nomination du Premier ministre, Pierre Mauroy. Il a pris ses fonctions dès cet après-midi en déclarant « Le gouvernement de la République sera celui de la rigueur et de l'imagination ». La passation des pouvoirs entre Raymond Barre et Pierre Mauroy s'est déroulée à 16h à l'hôtel Matignon. Après un quart d'heure d'entretien, Raymond Barre et Pierre Mauroy se disent au revoir. Le nouveau Premier ministre s'installe. L'ancien s'en va, soutenu par les acclamations d'une partie du personnel de Matignon. Dans sa première déclaration de chef de gouvernement, Pierre Mauroy insiste sur la nécessité de l'effort et de la justice sociale. La tâche est rude et les Français le savent. Ils soient assurés de ma conviction et de ma détermination. Le gouvernement de la République sera celui de la rigueur et de l'imagination. En ces temps difficiles, rien ne nous sera donné sans effort. Rien ne se fera sans la durée. Rien ne sera possible si la justice sociale ne vient pas légitimer l'effort demandé à tous. Si l'État, devenu un partenaire et non plus un maître, ne rend pas aux Français de métropole et d'outre-mer tous leurs droits de citoyens. Dans le monde tel qu'il va, la France ne sera une nation libre, forte et respectée que si son peuple est uni. Dans la France d'aujourd'hui, l'unité n'est possible et légitime que dans la justice et dans le dialogue, avec l'appui et la confiance du président de la République, avec le concours des hommes et des femmes de talent et de courage qui seront demain avec moi au gouvernement, nous construirons le changement avec les Français et pour les Français.
Alors, le nouveau Premier ministre est déjà très connu des Français. Durant la campagne électorale, il était le porte-parole de François Mitterrand. Au cours des dernières années, Pierre Mauroy s'est toujours trouvé en première ligne dans les combats politiques menés par le Parti socialiste, un parti au sein duquel il milite depuis l'âge de 16 ans. Âgé aujourd'hui de 52 ans, Pierre Mauroy est un authentique homme du Nord. Aîné d'une famille de 7 enfants, fils d'instituteur, lui-même professeur de l'enseignement technique, il est né dans un village non loin de Cambrai. Homme de contact, socialiste humaniste, les gens du Nord sont habitués à sa silhouette massive et à son parler chaleureux. Il habite un modeste appartement du centre de l'île, il aime la lecture et les longues marches en forêt. Militant dès l'âge de 16 ans, Pierre Mauroy commence par adhérer aux Jeunesses socialistes, devient secrétaire général de ce mouvement et fonde en 1951 la Fédération Léo Lagrange, l'un des plus importants mouvements français d'éducation populaire. Secrétaire général de la SFIO en 1966, il travaille ensuite avec François Mitterrand au renouveau du Parti socialiste. Durant cette période, son discours ne varie pas. Il faut, dit-il, rassembler les socialistes. La tradition ici dans le Nord, ce n'est pas pour les socialistes d'être socialistes de gauche ou socialistes de droite, c'est d'être ensemble des socialistes. Voilà la tradition de notre fédération et la tradition populaire et ouvrière de cette fédération du Nord. La tradition ici, c'est d'être fort. Et la force dans le socialisme, c'est une vertu parce que la force, elle n'est que le reflet des sacrifices accumulés par toutes les générations qui nous ont précédés. Réputation de rassembleur non usurpée donc, Pierre Mauroy prend la direction de la puissante Fédération du Nord du Parti socialiste. De 1971 à 1979, il apparaîtra toujours aux côtés de François Mitterrand, tel le numéro 2 du PS. Depuis le congrès de Metz, il anime l'un des courants minoritaires du Parti socialiste. Député et maire de l'île depuis 1973, en 1974, Pierre Mauroy devient président du Conseil régional du Nord. Attaché à la décentralisation, pour lui, la loi sur la régionalisation constitue un cadre par trop étroit. Il utilise cependant au maximum la marge de manœuvre offerte, même si 20 ans dans l'opposition n'ont pas toujours facilité les rapports avec le pouvoir en place. Pierre Mauroy insiste sur la nécessité du rapport institutionnel. Il n'hésite pas à plaider les dossiers de la région, si besoin est, à Matignon et à l'Élysée. Ainsi, par exemple, se réalise dans le Nord-Pas-de-Calais le schéma régional de transport, une convention tripartite État-Région-SNCF, qualifiée d'exemplaire par le Premier ministre de l'époque. C'est une initiative régionale. Et je crois comme ça, que dans notre région, il y a encore d'autres dossiers, que dans toutes les régions, il y a des dossiers que je mets au défi, ministres, fonctionnaires de la haute administration parisienne, de détecter. Il n'y a que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vivent la vie d'une région, qui peuvent assembler deux idées simples, finalement, pour en faire une très grande réalisation. À plus long terme, ce régionaliste convaincu pense à la suppression des préfets et à leur remplacement par des commissaires de la République, exécutants d'une assemblée régionale élue. Pour lui, le socialisme n'est pas une idée abstraite. Dans son livre intitulé « Héritier de l'avenir », Pierre Mauroy confie « On ne naît pas impunément sur cette terre du Nord, dans ce pays qui fut le berceau du mouvement ouvrier français. » Et puis deux autres nominations sont intervenues ce matin. Elles concernent très directement la présidence de la République. Pierre Bérégovoy en sera le secrétaire général et le général Jean Saulnier, le chef d'état-major particulier. Pierre Bérégovoy a 56 ans, il est né le 23 décembre 1925 à Déville-les-Rouen. Après un CAP d'ajusteur, il entre à 16 ans dans une usine de tissage. Fraiseur, puis cheminot, il entre ensuite au Gaz de France. En suivant des cours de formation professionnelle, il gravit les échelons et devient directeur adjoint d'une filiale de Gaz de France. Sa carrière politique a commencé elle aussi modestement et très tôt. Résistant, il entre aux Jeunesses socialistes, puis en mai 1946 à la SFIO. En 1959, il fait partie des fondateurs du PSU. Collaborateur de Pierre Mendès France pendant 10 ans, il entre au Parti socialiste en 1969. En 1973, il devient secrétaire national chargé d'abord des affaires sociales, puis, à partir de février 1975, des relations extérieures.
Après son élection, c'est à Pierre Bérégovoy que François Mitterrand confie la direction de l'antenne présidentielle. Pierre Bérégovoy est l'homme des négociations au Parti socialiste. Il a la réputation d'être un négociateur patient et précis et un collaborateur fidèle. Le général Jean Saunier a 50 ans. Il est né le 5 novembre 1930 à Passy-sur-Sarthe. Ancien élève de l'école de l'air, il a fait une carrière brillante et rapide. Il est actuellement le plus jeune général à 4 étoiles des armées françaises. 1965, commandant de la base de Dijon. 1971, commandant de la base de Luxeuil. 1973, chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée. Août 1976, commandant de l'école de l'air et de l'école militaire de Salon-de-Provence. Le général Saunier, que vous voyez ici derrière le président de la République, a été nommé en mai 1979 commandant des forces aériennes stratégiques à Taverny. Par ses fonctions, il était au centre même du système nucléaire de dissuasion de la France. Demain, le chef de l'État recevra les présidents des deux assemblées, Alain Poher et Jacques Chaban-Delmas, après quoi il prononcera sans doute la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis dès ce soir, le Premier ministre Pierre Mauroy a pris un certain nombre de mesures techniques destinées à défendre le franc. Ces dispositions concernent la réglementation des changes. Auparavant, le Premier ministre avait reçu le gouverneur de la Banque de France et le directeur du Trésor. Nous reviendrons demain sur le détail de ces mesures de caractère technique. Revenons maintenant tout de suite à l'aspect politique de cette journée. Alain Schmitt, quelle première conclusion peut-on en tirer? Eh bien, les premières déclarations officielles du président Mitterrand sont comportement propre. Tout au long de cette journée, le choix de l'homme qui va diriger le gouvernement sont autant d'indications qui permettent de dégager plusieurs projections, lignes d'action pour l'avenir immédiat. D'abord, il y a un mot qui a dominé dans les deux discours prononcés par François Mitterrand, le mot rassemblement. Unifier la communauté nationale, tel est en effet le souhait déclaré du nouveau président. M. Mitterrand, qui s'était déjà, dès le soir de son élection le 10 mai, détaché du Parti socialiste, sans reniement bien sûr, pour respecter l'expression du suffrage universel, a franchi aujourd'hui un nouveau pas. S'appuyant sur les presque 52% d'électeurs qui ont voté pour lui, il s'adresse désormais également et volontairement aussi aux 48 autres. Sans nier les différences, voire les oppositions, M. Mitterrand veut créer, selon ses propres termes, les conditions d'une véritable communauté nationale. Sur quelle base? Voilà la question essentielle. En fait, le changement, qu'est-ce que ça va être? Après une période d'attente de 11 jours, on entre à présent dans le vif du sujet. Les électeurs de François Mitterrand souhaitent que les espérances qu'ils ont manifestées par leurs gestes soient rapidement satisfaites, alors que les autres s'impatientent de voir si leurs craintes étaient justifiées. Depuis plus de 20 ans que la gauche attend, dans cette 5e République, aux portes du pouvoir, et alors que l'alternance est présentée épisodiquement comme l'aventure et le déclin, près de la moitié des Français attend effectivement de se faire son propre jugement. Le comportement, aujourd'hui, du président élu témoigne en tout cas de sa volonté d'assurer la continuité républicaine. Les institutions, le choix démocratique ont permis ce changement. François Mitterrand commence déjà à l'exercer dans un esprit de scrupuleuse légalité. Je dirais une attitude, somme toute, assez gaulienne. Cela s'est senti dès ce matin au Palais de l'Élysée pour la passation des pouvoirs, puis dans la salle des fêtes où flottait un certain parfum d'irréalité assez étonnant et émouvant, où chacun prenait tout à fait conscience de la réalité de l'alternance. Donc, les premières déclarations, le comportement du président Mitterrand et le choix du Premier ministre. Pierre Mauroy, on l'a vu, homme de dialogue, de contact, d'ouverture, représente la tendance à la fois modérée et traditionnelle du socialisme français. M. Mauroy, rompu aux affaires publiques par ses responsabilités dans le Nord-Pas-de-Calais, ne sera certainement pas dérouté par sa tâche, mais pas non plus précipité. Son image et celle des hommes qui gouverneront avec lui dès demain soir se voudra empreinte d'une certaine modération. La proximité des élections législatives vers la mi-juin en est l'une des raisons, car une partie de l'électorat modéré qui a voté François Mitterrand le 10 mai est nécessaire à la gauche pour s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y aura d'ailleurs pas de ministre communiste dans ce gouvernement. Il ne faut pas croire pour autant, nous l'avons déjà dit, qu'il s'agit d'un gouvernement transitoire aux circonstances. C'est le gouvernement de la République, a affirmé M. Mitterrand à plusieurs reprises, et le premier discours prononcé cet après-midi par le nouveau Premier ministre témoigne de cette volonté. Si le président définit les grands choix, c'est lui, Pierre Mauroy, avec ses ministres, qui effectivement gouvernera. Nous allons revenir maintenant sur cette journée, sur l'organisation de cette journée. Nous avons invité sur ce plateau de Soir 3 Jacques Lang, qui a été un peu le maître d'œuvre. Alors, pendant toute la journée, vous avez été pris dans le tourbillon de l'événement, j'imagine, et là, ce soir, vous avez suivi le déroulement du journal, vous avez vu les principaux moments.
Alors, quelle impression est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous diriez mission accomplie? Est-ce que vous essayeriez de faire autrement? Quel est votre sentiment? Et la mission accomplie, c'est principalement la mission de François Mitterrand. Chacun de ceux qui ont assisté à cette journée ont assisté à une journée qui marque de façon symbolique la réussite du combat d'un homme qui, depuis 20 ans, appelle le pays à un vaste rassemblement. Et chacun de ceux qui, ce matin, à l'Élysée, ou les millions de jeunes et de moins jeunes qui, dans les rues de Paris, acclamaient le nouveau président, pensaient sans doute avec émotion que François Mitterrand, c'était à la fois le combat d'un homme courageux et généreux, c'était aussi le combat d'un homme qui, demain, face aux grands problèmes qui se posent, va pouvoir créer les conditions d'un vrai changement. Et je pense que ce qui, tout au long de la journée, a marqué l'esprit de tous ceux qui y participaient, c'était la grande émotion qui les animait. Et cette émotion, on l'a sentie, par exemple, vous l'avez vous-même observé, au moment où François Mitterrand a parlé quelques instants à Pierre Mendès France. Pour des hommes de ma génération, par exemple, qui, nous aussi, depuis 20 ans, nous espérons ce changement, Pierre Mendès France a été un moment important. Il a été l'espoir, il a été le gouvernement de l'honnêteté, le gouvernement de la rigueur et du courage. Et quand Mitterrand lui a dit tout à l'heure, président, parmi tous ceux qui sont présents ici, celui dont la présence me touche le plus, avec mes amis et mes parents, c'est la vôtre, car vous avez en effet, vous, Pierre Mendès France, donné le signal. Et 20 ans après, François Mitterrand continue cette tâche avec son tempérament propre, son talent personnel et son génie personnel. Voilà la première donnée de la journée, l'émotion qui a étreint tous ceux qui ont participé à ces événements. Est-ce que ce n'est pas trop difficile à organiser, je veux dire, de telles festivités, une telle organisation, quand on ne dispose pas encore des leviers de commande de l'État ou quand on vient tout juste de commencer à les contrôler? Oh, vous savez, quand la générosité, la bonne volonté sont au rendez-vous, tout marche. Et par ailleurs, nous avons bénéficié du concours de fonctionnaires, de la préfecture de police, du protocole. Il y a eu un vaste élan. L'Orchestre de Paris a prêté bénévolement son concours, Barenboim, le chanteur Placido Domingo, les interprètes. Bon, de toutes parts, depuis 3 jours, amis d'hier ou amis d'aujourd'hui se sont coalisés pour faire cette journée une grande réussite. Pas trop déçu par les pluies ce soir qui ont un peu dispersé les balles populaires, enfin on a vu qu'il y avait du monde. Oui, mais je crois que vous l'avez vu, malgré la pluie, on continue dans le quartier latin à s'assembler, à se réunir et à fêter l'événement. Une dernière question. Est-ce que vous diriez de cette fête d'aujourd'hui qu'elle était républicaine, socialiste ou populaire? Bon, je ne tiens pas à entrer dans ces distinctions. Je dirais que ce qui... je crois, touche le plus et impressionne le plus, c'est peut-être la réconciliation de la jeunesse et du pouvoir. Je ne parlerai pas du pouvoir précédent. Peut-être il était trop frileux ou trop peureux à l'égard de sa jeunesse. Le nouveau pouvoir a l'appui de la jeunesse et dit sa confiance dans les forces de la création et de la jeunesse. Voilà, si vous voulez, le message principal. J'ajoute, et vous le disiez tout à l'heure dans vos commentaires, que entre cette jeunesse et cet avenir qui s'offre à nous, François Mitterrand a tenu aussi à établir avec elle un pont avec notre passé, avec notre histoire. Et nous savons bien qu'on ne construira rien de neuf, rien de fort, rien de nouveau qui ne s'inscrira d'abord dans nos traditions, dans nos racines. Et c'est le sens de son message au Panthéon, de cet hommage rendu à Jaurès et à Moulin. Et je terminerai en disant que, au-delà de notre pays, ce que je crois d'autres peuples aujourd'hui ont entendu, c'est ce message d'amitié. Je crois que la France reprend le flambeau de la liberté, reprend le flambeau des droits de l'homme, et cette fête que les Français ont vécue aujourd'hui a été partagée par des millions de gens en Europe, par des millions de gens en Amérique latine, et nous avons reçu de toutes parts des messages d'amitié et de sympathie. Jacques Lang, je vous remercie. La suite de l'actualité. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné à mort André Paoletto, coupable du meurtre de sa propre fille. Les jurés ont refusé les circonstances atténuantes. Il y a donc désormais 8 condamnés à mort dans les prisons françaises.
À l'étranger maintenant, les catholiques d'Irlande du Nord sont une nouvelle fois en deuil. Raymond McCreish est mort aux premières heures de ce jour, le 60e de sa grève de la faim. Il était âgé de 24 ans. Il rejoint les deux autres martyrs volontaires de l'IRA, Bobby Sands et Francis Hughes. Et un quatrième gréviste de la faim, Patsy O'Hara, n'aurait plus que quelques heures à vivre. Il a déjà sombré dans l'inconscience. Et le Sinn Féin provisoire, la branche politique de l'IRA, annonce que d'autres volontaires prendront leur place. Des incidents ont éclaté dans les villes d'Irlande du Nord dès que l'annonce du décès de Raymond McCreish a été connue. Tôt ce matin, les catholiques de Belfast ont manifesté leur colère en descendant dans la rue. Cocktail Molotov contre balles de plastique, ces images sont devenues traditionnelles en Irlande. Mais il semble que la dernière volonté du jeune gréviste ait été respectée. McCreish avait demandé qu'il n'y ait aucun trouble après sa mort. Après ces scènes violentes, le calme est en effet revenu à Belfast. Mais ce troisième décès envenime encore le climat en Irlande. Le Premier ministre perd la confiance du pays et il semble que lors du scrutin local d'hier, chaque communauté ait déplacé ses voix vers les partis extrémistes. Quant à Mme Thatcher, elle se refuse toujours à toute concession. On risque désormais l'affrontement général en Irlande. L'homme qui a tenté d'assassiner le pape a été incarcéré aujourd'hui. Mehmet Ali Aksa, vous le voyez sur ces images, a été transféré des locaux de la brigade antiterroriste à la prison où il attendra son procès. Pendant ce temps, le pape Jean-Paul II se rétablit dans d'assez bonnes conditions. Il est toujours dans sa chambre située, vous le savez, au 10e étage d'un hôpital romain. Au Proche-Orient, la crise des missiles n'est pas désamorcée, mais l'émissaire américain Philippe Habib a réussi jusqu'à ce jour à empêcher l'explosion d'un conflit entre Israël et la Syrie. L'Israélien Menahem Begin et le Syrien Hafez el-Assad ont d'ailleurs l'un et l'autre rendu hommage aux diplomates américains. Philippe Habib déploie, il est vrai, une grande énergie. Après avoir quitté Jérusalem, il a repris le chemin du Liban, où une relative accalmie permet à la population de panser ses plaies. Le chancelier Helmut Schmidt a été accueilli ce matin à la Maison-Blanche par Ronald Reagan. Le président américain a immédiatement annoncé son intention d'ouvrir des négociations significatives, a-t-il dit, avec l'URSS en vue d'une limitation des armes nucléaires à moyenne portée stationnées en Europe. De tels propos répondent justement à l'attente d'Helmut Schmidt qui réclame l'ouverture de ces négociations et la conclusion d'un accord pour pouvoir faire accepter le déploiement d'euromissiles sur le sol de son pays. La visite du chancelier fédéral aux États-Unis va durer 4 jours. En France, la nuit dernière, un incendie meurtrier a ravagé un petit immeuble vétuste à Nantes. 3 personnes ont trouvé la mort dans ce sinistre. Une 4e victime se trouve dans un état grave. Le feu s'est déclaré dans la boutique du rez-de-chaussée. Les flammes se sont engouffrées dans la cage d'escalier, interdisant aux habitants de prendre la fuite. Et maintenant, nous allons retrouver Cannes et notre page spéciale quotidienne consacrée au festival. Oui, dans la compétition du Festival de Cannes, la France joue ce soir une carte maîtresse avec Le Beau-Père, ce film de Bertrand Blier, fait de Patrick Devers un candidat très bien placé, paraît-il, pour le prix d'interprétation. T'as rien à boire? Toujours le même fond de Pernod. Eh ben, ça marche. Merci. Hop, 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 hop. Tu bois rien? Non. T'as raison. C'est toi? Je te croyais à la cantine. À la cantine? En dehors de l'intérêt porté par le festival au film de Bertrand Blier, il faut absolument parler de Méphisto d'István Szabó, un film hongrois dont nous n'avons pas les images, mais qui a bouleversé les festivaliers. Ce film, qui est joué en allemand par des acteurs à la fois hongrois et allemands, est à coup sûr un candidat au palmarès et ça sera très mérité. C'est à peu près le même sujet que Lili Marlène, mais c'est traité tout à fait autrement. D'abord parce que les Hongrois n'ont pas de fascination pour les régimes totalitaires et pour cause, puisqu'ils sont quand même en train de vivre aujourd'hui les conséquences d'un régime totalitaire qui leur a été imposé. Néanmoins, ils n'ont pas non plus pour le nazisme de nostalgie d'aucune sorte.
En conséquence, ce film est absolument admirable. On se situe dans les années 30, tout à fait au début de l'avènement au pouvoir de Hitler, et ça traite le problème de l'engagement de l'artiste. Faut-il ou pas qu'un artiste s'engage politiquement? Jusqu'à quel point peut-il accepter le compromis pour rester dans son pays? Et quel doit être son comportement à tous égards? Eh bien, ça, c'est une leçon que beaucoup de gens devraient méditer, et notamment en ce moment, dans la période de changement politique où nous vivons, et qui est pleine de retournements. Bertrand Blier, vous êtes plutôt un rebelle, et vous vous retrouvez à Cannes en compétition, ça fait un peu étrange. Vous avez accepté pourtant. J'étais très heureux d'être en compétition. Mais je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, un film un petit peu contestataire n'aurait pas sa place dans le festival. Bon, ce qui n'est pas le cas de Beau-Père, mais il se trouve que Beau-Père est mon film le plus sage. Dans la plupart de vos films, il y a toujours un esprit de révolte. Or là, nous sommes en train de vivre un changement. Est-ce que fondamentalement, il y a des conséquences pour vous dans votre regard sur la société? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris qu'un petit peu de bouteille depuis les valseuses. Et que maintenant, je me sens moins le besoin d'agresser les spectateurs, je me sens moins le besoin de remuer les choses. Il y avait un quartet aujourd'hui, le 19, le 1, le 12 et le 6, c'est la combinaison gagnante, qui rapporte dans l'ordre 156 348 francs, vous le voyez s'inscrire sur l'écran, dans un ordre différent 13 029 francs, pour une mise de 5 francs. Et puis un résultat de tennis aux internationaux de Rome, en 8e de finale, l'Américain Gerulaitis a été éliminé par le Paraguayen Victor Pecci. Les prévisions de la météo maintenant. Demain, de l'Alsace à la Corse, on prévoit un temps chaud et orageux, avec quelques averses en montagne. Ailleurs, le temps sera plus frais. Il y aura quelques passages nuageux et quelques averses le matin près des côtes. L'après-midi verra quelques belles éclaircies. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de nous avoir prêté attention tout au long de cette édition spéciale consacrée au premier jour du nouveau septennat. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ne nous quittez pas car à l'instant, il y aura Agenda 3 avec les rendez-vous de la semaine. Bonsoir, bonne nuit.